Banlieue de Buenos Aires, c'est l'été, il fait 40 degrés à l'ombre. La chaleur est étouffante. Comme tous les jours, 7 jours sur 7, depuis 4 ans, Roberto le chiffonnier sillonne les rues avec son caddie pour gagner un peu d'argent. Je ramasse tout ce que je peux vendre. C'est la galère. Ça se vend de moins en moins cher chaque jour. Et tout augmente. Ce qu'on gagne n'est pas suffisant à cause de l'inflation. Roberto a 58 ans. Il est ce que l'on appelle ici un cartonero, un ramasseur de cartons. À Buenos Aires, on en dénombre 5000. Avant d'être chiffonniers, ils avaient tous un emploi qu'ils ont perdu pour la plupart dans les années 2000. Conséquence directe de la terrible crise économique qui a frappé l'Argentine. Depuis, ils ont envahi la ville et tentent de survivre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux prendre ce carton? Ouais. Merci. Au revoir. Avant de ramasser des cartons, Roberto était employé de bureau. Avec un chariot plein comme celui-ci, il espère gagner 50 pesos, soit 10 €. Roberto et sa famille vivent ici, un 2 pièces insalubre, dans un bidonville. Salut tout le monde. Oh mais quelle chaleur, ça m'épuise. Je marche, mais je maigris pas. Roberto vit avec sa femme Mabel et leur fille de 23 ans, Mariana. Alors, ça s'est passé comment aujourd'hui? Plus ou moins bien. C'est vraiment dur, c'est la misère. Faut se battre. Une cabane avec un toit en tôle, une chambre pour 3, des conditions de vie difficiles. Ils ne possèdent pas grand-chose. Leur seule richesse, c'est leur fille unique, leur trésor. Je me suis acheté des collants. Chaque jour, c'est le même rituel. Mariana se coiffe et se maquille pour aller travailler. Elle est jeune et surtout très jolie. Naturellement douée pour la danse et le chant, elle a fait de ce don un gagne-pain. Elle est très jolie, notre fille. Je sais bien qu'elle attire les regards et qu'il peut lui arriver quelque chose. Mais on n'a pas le choix. Il n'y a qu'elle qui peut nous aider à ramener de l'argent à la maison. On est dans une situation très difficile. Dans le sac de Mariana, sa tenue de travail, une robe de danseuse et un lecteur CD. Fais attention à toi. J'avais des rêves. Je voulais devenir quelqu'un. Mais bon, il a fallu que je laisse tomber. J'aime bien danser dans la rue, mais c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Moi, je voulais continuer mes études. J'avais déjà fait 1 an dans la publicité. J'ai dû arrêter pour travailler. C'est comme ça. Mais je ne perds pas espoir. Chaque jour, elle retrouve Maxime, son voisin et partenaire de danse. Je ne te prends pas dans mes bras, j'ai les mains prises. Ensemble, ils se rendent au centre de Buenos Aires, dans un quartier touristique du côté de la rue Florida. Les toilettes d'un fast-food pour se changer, et les voilà transformés en danseurs de tango traditionnels. Comme de nombreux Argentins, ils dansent le tango en plein air, une attraction appréciée des touristes et qui rapporte quelques pesos. Le tango, tout un symbole en Argentine. Cette danse est née à la fin du 19e siècle à Buenos Aires. Tombé en désuétude dans les années 30, le tango est redevenu à la mode, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on le danse jour et nuit, à tous les coins de la ville. Mariana et Maxime, eux, ont leurs habitudes dans le parc San Martín, l'équivalent du jardin des Tuileries à Paris.
Après 3 danses, Maxime fait la quête. Dans le chapeau, presque 100 pesos, soit 20 €. T'as bien travaillé, ma grande. Je te félicite. Oui, c'est pas mal pour aujourd'hui. Tout ce que je gagne en dansant, c'est pour le partager avec ma famille, pour acheter de la nourriture et tout. Buenos Aires, capitale de l'Argentine, 13 millions d'habitants. À elle seule, elle concentre près d'un tiers de la population du pays. Une ville au sud de l'Amérique latine avec une particularité. 80% des Argentins sont d'origine européenne. Jusque dans les années 50, Buenos Aires est une capitale qui rayonne. L'Argentine est alors considérée comme l'un des pays les plus riches du monde. Mais dans les années 70, la situation du pays se dégrade. Les militaires prennent le pouvoir. C'est le début de la terreur. 30 000 personnes sont portées disparues, parmi lesquelles 18 Français. Éric Domergue a perdu son frère Yves, enlevé à l'âge de 22 ans. Depuis, Éric cherche à connaître la vérité. Et pour brouiller les pistes, pour qu'on les retrouve jamais, ils sont venus les balancer ici, en pleine nature. Et pourtant, on les a retrouvés. On a mis 34 ans, mais on les a retrouvés. En Argentine, le football est presque une religion. Nous avons suivi Banderita, une figure emblématique du club de Buenos Aires. Il ne vit que pour Boca Juniors et Maradona. Loin de la capitale, les grands espaces, des terres riches, idéales pour le soja et le fameux bœuf argentin. Hubert Goss rêvait d'aventure et de succès. Aujourd'hui, immobilier ou élevage, tout réussit à cet homme d'affaires belge. Je suis reconnaissant à la faculté de droit où j'ai quand même passé 5 ans ou 6 ans de m'avoir ouvert les yeux sur ce que je ne voulais pas faire et ce que je voulais faire. À Buenos Aires, un habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté et dans la capitale, on dénombre 14 bidonvilles. Ici, pour survivre, tous les moyens sont bons. Ouais, c'est vrai, on n'est jamais trop prudent. On a toujours cette arme aussi dans nos poches. La criminalité, les habitants de Buenos Aires ont dû apprendre à vivre avec. La police doit faire face à la violence, mais aussi à la corruption présente partout. Exceptionnellement, nous avons pu suivre une opération coup de poing des forces de l'ordre contre une organisation criminelle. Entre passion et violence, espoir et pauvreté, plongés dans les coulisses du rêve argentin. Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres au QG de la police fédérale de Buenos Aires. Il est midi passé de 23 minutes. La température ici à Buenos Aires est d'un peu plus de 12 degrés. Nous sommes dans un studio de radio. C'est celui de la police qui possède sa propre fréquence. Une station presque comme les autres, avec des flashs d'information, de la musique, la météo. Sauf qu'ici, tout au long de la journée, les animateurs donnent des conseils de sécurité aux auditeurs pour ne pas se faire agresser. Si vous devez prendre un taxi, la police fédérale vous conseille de vérifier que le véhicule est un vrai taxi. Vérifiez que la fiche d'information du chauffeur et son numéro de licence sont bien en évidence. À quelques mètres du studio, la salle de télésurveillance de la ville. Des caméras contrôlent les zones sensibles, comme le métro par exemple. La suite de nos conseils. Avant d'utiliser un distributeur de billets, ne vous fiez surtout pas à une tierce personne qui voudrait vous aider. Et si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, appelez la police en composant le 911. Il est midi 41, la température est de 14 degrés. Impensable en France, à Buenos Aires, cette station de radio ne choque personne. La violence fait partie ici du quotidien. Marcelo est policier dans cette ville depuis 18 ans. C'est dangereux ici, même si ça dépend de l'endroit où vous vivez et où vous travaillez. Certaines parties de la ville sont plus tranquilles que d'autres. Mais Buenos Aires est une ville dangereuse. 8 h du matin, comme tous les jours,
il se rend à son commissariat. Bonjour. Bon, c'est parti pour la journée. Alors, comme d'habitude, on va essayer de rentrer sains et saufs à la maison pour retrouver nos familles. Allez, bonne journée à tous. Cette journée s'annonce apparemment calme, pourtant la peur de ne pas revenir de mission est présente dans tous les esprits de ces policiers. Avant que les équipes ne se séparent, il faut boire le maté, une infusion à base d'herbes. Le récipient change de main, une tradition de convivialité héritée des Indiens. C'est notre rituel avant de commencer le service. On boit notre maté ensemble pour se raconter les potins de la brigade. J'ai pas de photo de ma fille sur moi, mais j'ai ce portefeuille Winnie l'ourson qu'elle m'a offert. C'est celui-ci. Et donc maintenant, je dois apporter mes documents officiels avec l'image de Winnie l'ourson. Quand mon chef l'a vu, il a levé les yeux au ciel, mais il a ri. C'est important de porter un gilet pare-balles? Oui, c'est très important dans notre métier, parce que c'est dangereux, vous ne croyez pas? En 2010, à Buenos Aires, plus de 1000 personnes ont été tuées. Vol à main armée, règlement de compte entre délinquants, victimes de balles perdues. 3 personnes meurent chaque jour dans la capitale argentine. Ce que redoutent le plus les policiers, ce sont les interventions dans les vigas. C'est le nom que l'on donne ici aux 14 bidonvilles que compte la capitale. Plus de 150 000 personnes vivraient entassées dans ces abris de fortune. Marcelo connaît bien les vigas, en particulier la Villa 31, le plus grand bidonville de Buenos Aires, le plus violent aussi. C'est terrible ce qui se passe à la Villa 31. Là-bas, il y a même des enfants qui se détruisent avec plusieurs types de drogues. Et il y a aussi vraiment beaucoup de vols à la Villa. Mais à côté de ça, il y a des gens honnêtes qui travaillent. Et eux, on est quelquefois obligé de les raccompagner chez eux. Sinon, ils se font dépouiller et même agresser par les trafiquants. La Villa 31, c'est ce bidonville. Des maisons inachevées faites de tôles et de parpaings, de la boue, des constructions branlantes par centaines. Un véritable labyrinthe où vivent plus de 40 000 personnes. Un repère pour les criminels et trafiquants en tout genre. Ici, personne ne pénètre, pas même la police. Trop dangereux. Exceptionnellement, nous avons pu rentrer avec une caméra. Nous avons rendez-vous avec l'un de ces délinquants que redoute tant la police. Il s'appelle Mathias. Seule condition, l'entretien doit être rapide et discret. Mathias vit dans un baraquement de fortune avec Manuel. Face à nous, 2 jeunes garçons d'une vingtaine d'années, visiblement sous l'emprise de la drogue, et fiers d'exhiber leur collection d'armes à feu, leurs outils de travail. Tu l'as déjà utilisé? Oui, je m'en sers souvent, tout le temps même. Faut toujours l'avoir sous la main parce qu'ici c'est chaud et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, c'est vrai, on n'est jamais trop prudent. Et on a toujours cette arme aussi dans nos poches. Ça t'a déjà servi? Ouais, je m'en suis déjà servi à 2 reprises lors d'un échange de tirs. Mais je ne sais pas si j'ai touché la personne. Moi, je suis un vrai enfoiré. C'est quoi le pire que tu aies déjà fait? Rien. Enfin, j'ai fait tout ce que font les autres mecs. Je vais pas te mentir, il faut survivre. Il faut bien rapporter du pain à la maison. Tu as déjà tué? Non. Près d'une centaine de milliers d'armes seraient ainsi possédées illégalement à Buenos Aires. Et les flics, ils viennent ici? Non, pas ici. Sinon, il y aurait des embrouilles. Au bout d'une demi-heure, nous devons partir. Ces derniers jours, l'ambiance à la Villa est tendue.
Un meurtre a été commis à 2 rues d'ici, pas plus tard que la semaine dernière. Les policiers chargés de protéger les citoyens contre des délinquants comme Manuel et Mathias sont en réalité des cibles comme les autres. L'an dernier, 18 policiers fédéraux ont été tués à Buenos Aires. Madame Aoun avait un fils dans la police. Aujourd'hui, il se trouve dans ce cimetière. Les policiers morts ont un secteur réservé. Au milieu de ce couloir, niche numéro 8, Christian Aoun, tué il y a 2 ans lors d'un braquage. Aujourd'hui, il aurait 31 ans. C'est impossible de ne pas venir. Je mets du coton et de l'eau pour garder les fleurs humides. Ça, c'est des lettres, tout plein de lettres. Et un mouchoir à moi avec son parfum. Madame Aoun et Florencia, la sœur de Christian, viennent ici toutes les semaines. On papote. Et alors, je reste ici pendant des heures. Jusqu'à ce qu'on me mette dehors. Je t'aime. La mort de Christian Aoun a fait la une des journaux télévisés. Ce jour-là, il n'était pourtant pas en service. À 29 ans, il s'est acheté une belle voiture. Et c'est en allant la récupérer dans un garage qu'il s'est fait tuer. Par des délinquants, des voleurs, et parce que c'était un policier. Et donc ils l'ont tué. Il s'était marié il y a 1 an et demi et il prévoyait d'avoir un bébé. Ceux qui ont fait ça ont brisé le reste de ma vie. C'est comme ça. J'ai 52 ans et je dois survivre sans lui, tous les jours. Christian avait tenté d'empêcher un braquage. Le jour de ses funérailles, des policiers étaient bien sûr présents, mais aussi des anonymes venus rendre hommage à son courage. Les policiers paient un lourd tribut à la lutte contre le crime. Cette semaine-là, 4 d'entre eux ont été tués en service. En décembre dernier, c'est un fourgon de banque qui est pris pour cible sur l'autoroute menant de Tigre, une banlieue chic, au centre de Buenos Aires. Une bande armée tente de voler 20 millions de pesos, soit 3 millions d'euros. Un gros coup qui échouera pourtant. Les voleurs sont contraints de fuir sans leur butin, mais ils laissent derrière eux 2 morts et un blessé grave, tous policiers. Curieusement, la bande paraissait bien informée. C'est alors l'attaque de trop. L'heure est à la riposte. 2 heures du matin, La Matanza, quartier général de la police de Buenos Aires. Une opération d'une envergure exceptionnelle se prépare. Forces spéciales et police nationale sont venus en renfort de la police municipale. À l'aube, 30 perquisitions auront lieu aux 4 coins de la ville. Contrôlez bien votre équipement. Chacun prend la voiture qui lui est attribuée. Et surtout, préparez-vous à tout. Une opération coup de poing. Objectif, démanteler ces bandes criminelles qui sévissent à un rythme particulièrement inquiétant ces derniers mois. Ce sont des bandes organisées qui sont spécialisées dans l'attaque de fourgons blindés. Le dispositif et le nombre d'hommes sur le terrain est impressionnant. Pour cette intervention, on a déployé 1500 hommes. Nous sommes autorisés à suivre l'une de ces perquisitions et pas n'importe laquelle. Dans l'affaire du braquage du fourgon blindé, les enquêteurs soupçonnent des policiers ripoux. Ils auraient vendu des informations confidentielles aux braqueurs. En Argentine, à côté de cette violence, l'autre fléau, c'est la corruption, présente à tous les niveaux de la société. Préparez-vous. Chargez. L'intervention que nous allons suivre aura lieu au domicile d'un des 2 policiers soupçonnés d'avoir au minimum joué les informateurs.
6 heures du matin. La cible vit dans un quartier de la classe moyenne. 50 agents armés jusqu'aux dents sécurisent les alentours et encerclent la maison. À l'intérieur, les occupants sont surpris en plein sommeil. Monsieur, nous on n'a rien fait. Voici le policier suspecté. Il vit ici avec sa compagne et un ami. Il y a de l'argent en cash. Prends des photos. Les liasses sont sous les magazines. Mais pourquoi vous faites ça? Je peux avoir une explication? On va vous informer. Mais de quoi il s'agit? Il y a une arme qui est légale, j'ai les papiers et tout. Là, j'ai un revolver calibre 32. Les munitions qui vont avec. Une boîte. 24 balles. Ouais, c'est ça, 24 balles. Un revolver 38, 24 balles. C'est un cadeau. Là, vous faites erreur. J'ai rien à voir avec tout ça. Vous êtes en train de faire une erreur. Vous vous plantez. C'est le revolver 38, il appartient à mon père. L'autre, il a tous ses papiers. Et pour celui de votre père, vous avez la licence? Non, il a acheté comme ça. Le policier soupçonné et les autres occupants de la maison sont arrêtés. L'opération est terminée. Les policiers ont de quoi être satisfaits. 30 perquisitions, aucun blessé et un joli coup de filet. 9 pistolets, 8 revolvers, 4 fusils à pompe, 2 carabines, des grenades et des gilets pare-balles. Ils rapportent au QG de la police un véritable arsenal de guerre. Tous les ans, en Argentine, des centaines de policiers sont mis à pied pour corruption. Dans la cour du quartier général, la télévision est là. C'est une chaîne nationale qui appartient à l'État. Elle a été invitée à suivre la descente de police. Une opération de communication pour le gouvernement. Je finis de rembobiner la bande et je t'envoie la cassette numéro 2. La perquisition vient à peine de se terminer que déjà la chaîne nationale diffuse les images. C'est normal de transmettre en direct à la télévision les opérations de police comme celle-ci? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui touche les gens. C'est un moyen de faire de l'audience, de voir la police en action. La police travaille tous les jours de la semaine. Elle fait tout le temps des descentes, des arrestations. Et c'est une façon de montrer à la société et aux citoyens que la police travaille pour eux, pour qu'ils soient en sécurité. À Buenos Aires, personne n'est à l'abri d'une mauvaise rencontre, même les banlieues chics situées loin des Villas et a priori tranquilles. Direction le quartier de San Isidro. Hubert Goss vit dans cette luxueuse maison avec sa femme et ses 2 enfants. Hubert est belge. Il est installé ici depuis 15 ans. Son métier, faire du business dans l'immobilier haut de gamme. Et les affaires marchent bien, tellement bien qu'Hubert est devenu une cible tentante pour les délinquants. J'ai eu un problème une fois. Il y a 6 mois, le jour où j'étais reparti en Europe, il y a des gens qui sont entrés dans la maison. Un cambriolage traumatisant. Ce jour-là, Pedro, le gardien, était à la maison avec les enfants d'Hubert et leur grand-mère. J'étais dans la cuisine avec madame. Et les voleurs sont arrivés par derrière, là. Ils m'ont attrapé et ils m'ont mis le pistolet sur la tempe. Je leur disais, il n'y a pas de coffre à bijoux ici. Mais ils me disaient qu'ils s'en prendraient aux enfants. Je répondais que les enfants n'avaient rien à voir là-dedans, qu'il ne fallait pas les toucher. Je leur répétais qu'il n'y avait pas de coffre. Ils étaient armés et ont commencé à fouiller partout.
Ils nous ont dit de rester assis dans le canapé. Ils ont rempli leur sac et sont partis sans rien dire. On était pétrifiés. Et j'ai aussitôt appelé la police. On a vraiment eu peur. Depuis, Hubert a fait installer un système de sécurité. Écran de contrôle, alarme, caméra de vidéosurveillance. Il faut les mettre très haut dans les arbres. Parce que sinon les voleurs arrivent, ils jettent une veste et voilà, et après ils font ce qu'ils veulent. Chaque matin, c'est en moto qu'il se rend à son bureau dans un quartier moderne, en périphérie de la ville. Alors voilà la seule façon d'arriver en une demi-heure tous les jours à son bureau et de repartir et d'être en une demi-heure à la maison à Buenos Aires, en vivant dans la banlieue et en travaillant en plein centre. Ici, on a le 4e étage des vieux docks rénovés de Puerto Madero, sur l'eau. Salut. Ça va? Salut Fred. Alors, comment ça va passé? Hubert Goss a trouvé son créneau, allié hôtellerie de luxe et activités sportives, dans la Pampa. Homme d'affaires et aventurier dans l'âme, il investit dans toutes ses passions. Départ pour les plaines de Gualeguaychú. On y va, Willy? À 500 km au nord de Buenos Aires, dans l'avion privé de l'homme d'affaires. Pratique dans un pays grand comme 5 fois la France. En plus de ses investissements dans l'immobilier, Hubert Goss s'est aussi lancé dans l'élevage du fameux bœuf argentin. Sa propriété est située dans la province d'Entre Ríos, une des régions les plus prospères. Hubert y possède 7000 hectares, l'équivalent de Paris intramuros, le long du Paraná, un fleuve immense qui prend sa source au Brésil. Piste d'atterrissage privée dans la propriété d'Hubert. Et nous voici arrivés sur ces terres. Hola, buen día. Bonjour. Comment ça va? Comment va Marcelo? Todo bien? Tenez un peu d'eau. Así que... On va voir si on trouve notre bétail. Vous avez appris à monter à cheval ici, en Argentine? Non, je montais déjà à cheval, mais alors l'équitation anglaise européenne. Donc ici, on monte à une main. Donc c'est gauche, droite, avant, arrière, avec une main. Et puis alors, on a des couvertures et des peaux de mouton. Des peaux de mouton. Pour soigner l'arrière-train. Bah exactement, parce qu'on passe tellement d'heures à cheval qu'il faut être confortable. Pour parcourir ces terres immenses, on utilise le cheval des criollos, une race habituée au bétail. Ah, tu peux le lâcher, ils vont aller tout seuls. Largalo. Allez. Jamais Hubert n'aurait imaginé gagner des fortunes en sillonnant la Pampa à cheval. Non, je suis reconnaissant à la faculté de droit où j'ai quand même passé 5 ans ou 6 ans de m'avoir ouvert les yeux sur ce que je ne voulais pas faire, ce que je voulais faire. Et j'ai encore l'image de moi déambulant dans les couloirs de l'université et dans l'auditoire avec tous les loden verts, futurs avocats en herbe. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça, mais que j'étais plutôt fait pour aller un peu à l'aventure dans les grands espaces. Alors ça aurait pu être l'Afrique, l'Indonésie, et bon, ça a été l'Amérique du Sud. Hubert possède 2500 têtes de bétail. Ces animaux sont élevés au grand air, sans pesticides et nourris uniquement de l'herbe des plaines. Un bétail bio qui produit l'une des meilleures viandes au monde, l'une des plus chères aussi. À ce moment-là, quand on voit un veau qui a une blessure qui est un peu bouffée par les insectes ou par les bestioles, alors il l'attrape au lasso, on la couche et on la traite. Pour veiller sur ces bêtes, Hubert emploie 8 gauchos, des gardiens de troupeaux. Ils sont arrivés dans le pays avec les Espagnols au XVIe siècle. Les gauchos et leur mode de vie font partie intégrante de la culture argentine. Mais la première raison pour laquelle vous êtes venu en Argentine, c'est pour faire des affaires? Au départ, non, c'est plutôt un choix de vie, mais qui devait, pour être jouable,
se faire dans un contexte professionnel. Et alors, je suis venu et puis j'ai fait des affaires. Jorge est le gérant de l'exploitation et il déplore que les consommateurs argentins aient du mal aujourd'hui à s'offrir cette viande haut de gamme. Maintenant, une vache argentine vaut un lingot d'or. Mais il y a quelques années, enfin pas si longtemps que cela, il y a 5 ans environ, elle valait une paire de chaussures. Pourquoi dites-vous cela? Parce que ça ne valait rien. Parce que le gouvernement menait une très mauvaise politique d'élevage. Il le détruisait. Depuis des décennies, la viande argentine faisait la richesse du pays. La majeure partie de la production s'exportait dans le monde entier. Mais en 2008, le gouvernement a décidé de taxer les exportations jusqu'à 40%. Un impôt insurmontable pour les éleveurs qui ont arrêté de produire de la viande pour faire du soja. Du coup, le prix de la viande est monté en flèche. Aujourd'hui, la viande argentine est devenue un produit de luxe. Et la produire, un business rentable pour ceux qui, comme Hubert, ont tenu bon. Preuve de cette réussite, cette très belle hacienda au milieu de la Pampa. Accessible en avion, avec son clubhouse, sa piscine et ses employés de maison. Ils l'entretiennent toute l'année, alors qu'Hubert n'y séjourne que 3 semaines par an. Il est midi, Hubert a de la visite. Bonjour. Ce sont des banquiers de la région. Qu'est-ce que vous voulez boire? Une petite bière? Non, de l'eau. Et c'est autour d'un asado, le barbecue typique en Argentine, qu'ils vont parler affaires. Le succès du Belge ne leur a pas échappé. Ils sont venus lui faire une offre, lui prêter de l'argent pour qu'il puisse agrandir son élevage. Mais Hubert, quel est l'objectif de ce déjeuner? Parler avec la banque d'Entre Ríos, qui est la province où nous sommes. Eux nous ont approchés, très curieusement, pour nous proposer un crédit pour profiter de la nouvelle situation économique de la viande en Argentine, qui a augmenté de prix. Alors ici, on a un potentiel de production qui n'est pas exploité à 100%. Et donc l'idée, c'est que la banque nous fasse un crédit pour pouvoir augmenter la masse critique et augmenter la production de viande. Et pourquoi le marché de la viande a changé? C'est mieux maintenant? Eh bien, il n'y a pas assez de production pour répondre à la demande de viande. Et cette demande va aller en augmentant. Ah oui, il y avait du bétail, maintenant il y a du soja. Et du coup, il y a moins de bétail dans un pays énormément consommateur de viande, donc le prix plus l'exportation. C'est la fin d'un repas réussi, de la bonne viande et une affaire apparemment conclue qui permettra à Hubert de doubler son cheptel. On est tout à fait contents, ils disent qu'on va pouvoir définir le crédit avant la fin de l'année, donc c'est rapide. Et on parle d'un montant de 2 millions, 2,5 millions, quelque chose comme ça. Donc, dollars. Retour à Buenos Aires. Dans les rues, impossible de se promener sans tomber sur des fans de Maradona ou des affiches à son effigie. En Argentine, le football est aussi important que la religion. Et Maradona est une icône. Diego Maradona, c'est le numéro 1 en Argentine. En 1979, à peine majeur, il est capitaine de l'équipe junior, alors championne du monde de football. Cette même année, il remporte le Ballon d'Or argentin. Et pendant plus de 10 ans, il sera le joueur le plus brillant de sa génération. En 1986, l'Argentine remporte la Coupe du Monde. La carrière de Maradona est à son apogée. On le surnomme alors la main de Dieu. Aujourd'hui encore, malgré les scandales et les excès de la star, Maradona reste un héros au pays du football. Pour moi, Maradona, c'est la revanche du pauvre. Tout le monde est obligé de le respecter, mais lui, par contre, il peut maltraiter qui il veut, comme font les riches. C'est un pauvre qui a bien tourné. Nous sommes dans le centre de Buenos Aires, au stade de River Plate, un endroit magique qui fait rêver les amateurs de football du monde entier. Ici, chaque week-end, des milliers de fans se pressent à l'entrée du stade. Aujourd'hui, ce sont les 2 équipes mythiques du pays qui vont s'affronter. Comparable en France à une rencontre PSG-OM, le dispositif de sécurité mis en place est impressionnant. En rouge et blanc, les fans de River Plate, en bleu, ceux de Boca Juniors.
Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres du stade, Banderita, de son vrai nom Oscar Laudonio, se prépare. Depuis plus de 60 ans, cet ancien boxeur et professeur de gymnastique soutient avec ferveur l'équipe de Boca Juniors, celle dans laquelle jouait Maradona. Celle aussi qui a remporté le plus de titres internationaux au monde. C'est chez lui une vraie passion, presque une obsession. Banderita est connu dans tout le quartier et ses copains ne manquent jamais une occasion de le chahuter. Hé Palermo! Hé le Boca! Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il part, le champion du monde. 18 coupes internationales, mon pote. Il va faire quoi, le Boca? Tu vas faire comme ça. Mais non, mais non. Regarde ça, regarde ça. Nous, on est les meilleurs. Encore 2 pénaltys et c'est plié. Allez, il s'en va, le champion, il s'en va. Arrivé au stade, les portes sont encore fermées. L'ambiance s'échauffe. Les supporters sont tendus. C'est à celui qui fera le plus de bruit. La police surveille. Et à la moindre tentative de fraude, le contrevenant est immédiatement interpellé et fouillé. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Non, lâchez-moi, j'ai rien fait. Non, je n'ai rien, je n'ai rien. Banderita a pu franchir les grilles du stade sans difficulté. Il a en effet l'immense privilège de travailler ici pour l'équipe de Boca Juniors. Et il n'a bien sûr qu'une idole, Maradona. Vous voyez ces sièges là-bas? Le jaune, c'est celui de Maradona. Quand il vient ici, c'est l'apothéose, c'est la folie, l'euphorie. Parce que Maradona, c'est pas seulement le numéro 1 de la Boca. C'est le numéro 1 du monde et de l'Argentine. Banderita nous emmène dans un endroit privilégié, le vestiaire des joueurs. Il est arrivé, Tito. Filmer les coulisses de Boca Juniors n'est pas donné à tout le monde. Le lieu ressemble à une chapelle, un sanctuaire. Les footballeurs sont des demi-dieux et leurs casiers sont des autels sous la protection de la Vierge. Banderita travaille depuis 1985 pour Boca Juniors. D'abord chargé du contrôle des tickets, il s'occupe aujourd'hui de la tenue des joueurs et des ballons. Il gagne 1500 pesos par mois, soit 250 €. Ce n'est pas grand-chose, mais ce retraité ne changerait pour rien au monde de travail. Les 76 000 places du stade sont occupées. On joue à guichet fermé. Cette rencontre qui compte pour le championnat d'Argentine est importante, car les deux équipes sont rivales depuis des décennies. Dans les vestiaires, Banderita a revêtu son habit de lumière, bleu et or, les couleurs de Boca Juniors. Ouais, c'est comme ça à chaque match. Le foot, c'est la plus grande passion qui soit. Dans le monde entier. Se va el campeón, se va el campeón. Se va para la Bombonera, se va el campeón, se va el campeón. Se va para la Bombonera, la 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 la. À 74 ans, Banderita reste la mascotte incontestée de Boca Juniors, la figure emblématique des supporters. À quelques minutes du coup d'envoi, c'est enfin son heure. Il va connaître son moment de gloire, 90 minutes de bonheur, à danser, saluer et chauffer une atmosphère déjà bouillante.
Mais ce soir-là, Banderita va être déçu. Boca Juniors est battu 1-0 par River Plate. La passion du football peut mener les fans encore plus loin. Alejandro est un Argentin pour le moins atypique. Buenos días. Bonjour, ça va? Todo bien? Vous allez bien? C'est votre première fois ici? Grâce à Dieu, tout va bien. Gracias a Dios de primera, buenísimo. Pour assouvir pleinement sa passion, il a fondé avec un ami l'église maradonienne. Dans le rôle de Dieu, Diego Maradona, bien sûr. Créée en 1998, cette église revendique 70 000 adeptes dans le monde. En el nombre de la Tota, Don Diego, y el fruto de su amor. Diego. Vamos a leer un fragmento. Un autre père qui devient notre Diego, le culte est calqué sur la religion catholique. Nous allons lire un fragment de la Sainte Bible, Je suis Don Diego. Que tous ceux qui sont sur le stade soient sanctifiés, que ta magie se répande sur nous et que ton jeu soit joué dans les stades du monde entier. Donne-nous la joie quotidienne et pardonne à tous ces journalistes qui nous ont trahis, comme nous pardonnons à la mafia napolitaine. Ne nous soumets pas à la tentation. Diego. Diego. Et pour montrer leur adoration, certains adeptes ne font pas semblant. Diego me l'avait fait avec un stylo. Je voulais une photo avec lui. Mais il y avait beaucoup de monde, trop de journalistes et je n'avais pas de feuille de papier sur moi. Alors, il m'a fait sa signature ici. C'était un vendredi et moi, aussitôt le lundi, je suis allé me faire tatouer le bras. Le plus incroyable, c'est qu'ici, Alejandro célèbre même des mariages. Entre fans de Maradona, bien sûr. Des mariages symboliques comme celui de Rosario et Mauricio, sans aucune valeur officielle. Rosario et Mauricio ont été les premiers à se marier dans cette église maradonienne. C'était une grande fierté pour eux de paraître dans le magazine de sport le plus important, El Gráfico. Le 22 novembre 2002, notre mariage a été le premier mariage maradonien. En fait, comme on devait se marier à l'église catholique, on a proposé à Mauricio de faire aussi une cérémonie à l'église maradonienne. Viens, montre-leur. Il me l'a signé quand j'étais tout petit. Ce culte, c'est pour les générations futures qui n'ont pas eu la chance de voir jouer Maradona. Le joueur qui a été et qui restera le plus grand joueur de tous les temps. En Argentine, les fans de football ont même un paradis terrestre, un cimetière, celui des joueurs de Boca Juniors, à quelques kilomètres de Buenos Aires. Ici, n'importe quel aficionado peut s'acheter une concession afin d'être enterré parmi ses idoles. Le cimetière de Boca a offert une place à Maradona. Mais on ne sait pas encore si le champion choisira d'y être inhumé. La nuit est tombée sur Buenos Aires. Mariana, la jeune danseuse de tango, et son père ont terminé leur journée de travail. Mais ce soir, ils jouent les prolongations. Roberto le chiffonnier a depuis toujours une passion, écrire des chansons. Et il en a composé une pour sa fille, dans l'espoir qu'elle devienne un jour peut-être une chanteuse reconnue. On va au studio. Au studio d'enregistrement. Vous allez faire quoi? On va finir d'enregistrer une chanson un après-midi près de toi. Bonjour, je suis bien chez Kike? Oui, c'est Mariana. Ils ont trouvé ce petit studio d'enregistrement. Pour la première fois, elle va enregistrer une maquette comme les professionnels. J'ai poussé un peu la partie acoustique, comme on avait dit. Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Cette chanson parle d'amour, d'une rencontre. Una
en el trabajo para amarnos y vivir y al hablarnos dulcemente la jornada laboral se hace corta cual corrientes si vamos a caminar. Qué linda que quedó. Mon Dieu, c'est super joli. Hermosa. Félicitaciones, Sí. C'est une chanson que j'ai écrite en 1978. J'étais assis dans un café. Il y avait un petit couple installé en face de moi et ils parlaient d'amour. Je me suis rendu compte en les écoutant que c'était leur pause déjeuner et qu'ils travaillaient ensemble. Et voilà comment j'ai trouvé l'inspiration. Bueno. Roberto est très concentré. Il est en quelque sorte le coach vocal de sa fille. Hola. 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? C'est un petit peu haut. Voilà. Comme ça. Compartir la misma mesa a la hora de almorzar, encontrarse con un ángel no sería tan genial. Mediodía junto a ti, de romántico matiz. Ce qu'il y a, c'est que si tu forces sur le ti, tu vas perdre le timbre avec lequel tu chantais jusqu'à maintenant. Tu comprends? Allez, on y retourne. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est une sorte de consécration pour moi. Bien sûr, j'aimerais qu'elle gagne un peu d'argent plus tard pour nous sortir de cette situation. Si ça marche, j'espère qu'elle se souviendra de nous après. Je te dois combien? Alors pour 2 heures, c'est 140 plus les arrangements. Alors en tout, c'est 400 pesos. Bon, on peut te donner 200 et le reste dans 15 jours? Ok. 400 pesos, c'est 70 €. Cela représente 8 jours de travail pour Roberto. Toutes ses économies y sont passées. Avec ce disque, il espère trouver un producteur qui donnera une chance à sa fille. On va manger des pâtes toute la semaine. Nous, on se nourrit de musique. Parce que ce projet, ça nous met sur la paille. Même si tout ça, c'est pour l'art. Tocar el cielo con las manos ante el amor y volver infinitamente a creer. L'Argentine, c'est aussi un pays hanté par un passé douloureux, celui des dictatures dans les années 70. En plein cœur de la capitale, devant le palais de la présidence, la place de Mai, un symbole. Ici, depuis plus de 30 ans, les militants des droits de l'homme et les familles des victimes continuent de réclamer justice. Entre loi d'amnistie et procès fleuve, l'Argentine n'en finit pas de régler les comptes avec son passé récent, avec la période de la dictature militaire. Les assassins, les tortionnaires sont jugés aujourd'hui encore à Buenos Aires, mais partout ailleurs, en Argentine. Des dizaines de milliers de disparus restent aujourd'hui introuvables. C'est pourquoi les organisations des droits de l'homme continuent de se mobiliser ici même devant la Casa Rosada, la présidence argentine. Parmi ces disparus, il y a 18 Français et l'un d'entre eux, Yves Demergue, vient d'être identifié grâce à l'acharnement au combat de son frère, Éric, qui n'a jamais voulu quitter ce pays. 24 mai 1976. La junte militaire, dirigée par le général Videla, organise un coup d'État et s'empare du pouvoir en Argentine. Pendant 7 ans, c'est la fin des institutions démocratiques.
Exécutions, arrestations, disparitions, la contestation est réprimée dans le sang. 1,5 million d'Argentins vont choisir l'exil. Mais on estime que durant cette période, plus de 30 000 personnes ont disparu. On ne va pas retrouver leur corps. Nous voulons juste savoir où sont nos enfants, vivants ou morts. On est angoissés parce qu'on ne sait pas s'ils sont malades, s'ils ont froid ou faim, on ne sait rien. S'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît. À partir de 1977, ces femmes que l'on a appelées les mères de la place de Mai vont venir chaque semaine manifester leur désespoir et tenter d'avoir des nouvelles de leurs enfants disparus. Parmi les victimes, le jeune Yves Demergue. Son frère vit toujours en Argentine. La famille Demergue est arrivée à Buenos Aires en 1959. Les deux frères avaient alors 5 et 6 ans. Ils étaient très liés. J'ai toujours gardé un très bon souvenir. J'ai toujours regardé le bon côté, là, ensemble, en train de jouer. C'est toujours moi avec lui. On a été une famille nombreuse. On a toujours été une famille très unie. Dans les années 70, Yves poursuit ses études d'ingénieur à la faculté de Buenos Aires. Lorsque les militaires prennent le pouvoir, le jeune homme décide de s'engager politiquement dans la lutte contre la dictature. Il entre alors dans la clandestinité. Mais le 21 septembre 1976, Yves est enlevé avec sa compagne, Cristina, à plus de 300 km de la capitale, dans la ville de Rosario, où il se cache. Nous avons pris les dernières photos en juillet, 3 mois avant l'enlèvement. Vous avez quel âge? 22 ans. Je n'avais pas vu, hein. Cristina, la compagne d'Yves, la Mexicaine. Ils étaient compagnons de militance. Ils s'aimaient aussi, donc ils sont partis ensemble. Éric, bien que très proche de son frère aîné, savait peu de choses de ses activités politiques. Donc il se savait menacé, il en parlait? Oui, tout à fait. Ben, comme tout le monde, hein. Tout le pays, surtout les militants, étaient menacés, donc il le savait parfaitement. Et c'est pour ça, bon, et pour me protéger, il me parlait le minimum de ses activités et on parlait très peu politique. Et quand est-ce que vous avez commencé à vous inquiéter? Yves, le 20 septembre 1976, m'envoie une lettre de Rosario où il me dit, enfin il me fait comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. En effet, c'était une époque où il y a eu beaucoup d'enlèvements à Rosario, un peu partout, mais surtout à Rosario. Et il m'annonce que sous peu, il retourne à Buenos Aires. Et bon, les jours passés, les semaines passées, je relisais la lettre, j'ai peut-être mal compris, j'allais au lieu de rendez-vous qu'on avait fixé auparavant. Et bon, début novembre, je suis allé à l'ambassade, j'ai dénoncé la disparition, j'ai été rapatrié. Et puis on a commencé une campagne très forte en France avec ma famille, avec mon père. L'intervention des médias était très forte, celle du gouvernement pas du tout, donc bon. Mais c'était trop tard parce qu'il... De toute façon, maintenant, on sait que c'était trop tard. À l'époque, on ne le savait pas. Et on sait que, vraiment, il était tué très très peu de temps après l'enlèvement ou au moment de l'enlèvement. On ne le sait pas. Il a fallu des années à Éric et à ses parents pour connaître la vérité sur l'exécution de Yves. 34 années précisément, pendant lesquelles il a fait le choix de rester vivre en Argentine pour retrouver le corps de son frère. Nous sommes à la sortie de Melinque, à plus d'1 heure de voiture de Rosario, le village où Yves était venu se cacher avec sa compagne pour échapper aux militaires. Et là, on est à plus de 120 km de l'endroit de l'enlèvement. Ils sont venus loin pour les balancer les deux corps. Quelques jours seulement après leur disparition, un paysan va retrouver les cadavres d'un homme et d'une femme sans papier d'identité au pied d'une éolienne, ici, dans ce champ. C'est la fille de ce paysan qui nous raconte dans quelles circonstances son père a retrouvé les corps.
C'était un dimanche après-midi. Mon père allait fermer ce moulin parce qu'il n'est pas automatique. Et il est tombé sur 2 corps bâillonnés et criblés de balles. C'était vraiment terrible pour lui. Il est allé immédiatement au commissariat du coin pour le déclarer. Et bon, à partir de là, la police a pris sa déposition. Heureusement, on connaît la fin de l'histoire. On sait surtout que quand ils ont été pris, quand ils ont été enlevés, ils ont pratiquement été tués immédiatement. Alors quand on pense à la torture, on pense aux souffrances de tous ceux qui ont été entre les mains des militaires à l'époque, on préfère quand même qu'ils n'aient pas survécu, qu'ils aient été tués rapidement. Et pour brouiller les pistes, pour qu'on les retrouve jamais, ils sont venus les balancer ici, en pleine nature. Et pourtant, on les a retrouvés. On a mis 34 ans, mais on les a retrouvés. Les paysans de Méninkwe enterrent le couple anonyme dans une fosse commune, mais la famille d'Yves continue de le rechercher. Si le corps d'Yves Domergue et de sa compagne ont pu être finalement identifiés, c'est grâce au travail d'une ONG pas comme les autres, constituée d'anthropologues et de médecins légistes. C'est l'endroit où l'on fait les recherches sur les corps. Oui, c'est dans cette partie du laboratoire que nous faisons les premières analyses des restes humains. Pouvez-vous me dire comment est née cette ONG ? En 1984 et 1985, on a commencé à exhumer des restes de disparus présumés. Et donc, quand les juges donnaient des indices sur les personnes enterrées sous X dans les cimetières, c'est-à-dire sans aucune indication de nom, forcément, ça pouvait correspondre à des familles de disparus. Des familles qui recherchaient leurs enfants, leurs compagnons ou alors leurs parents. Les corps qui arrivent ici racontent une histoire, souvent violente. La reconstituer prend des mois, parfois des années. Un vrai travail d'enquête. D'après ce que l'on peut voir, on sait que c'est le corps d'un adulte, qu'il avait plus de 21 ans. Il y avait des impacts de balles ? Pas dans le crâne, au thorax et aux membres inférieurs. Pour chacun de ces corps, on extrait un fragment d'os et on l'envoie au labo. Les échantillons prélevés sont ensuite comparés à ceux donnés par les familles des disparus. Maria a fait partie de l'équipe qui a réussi à identifier Yves Domergue. Eh bien, on a commencé le processus d'identification avec le lavage, les analyses et l'extraction d'ADN. Finalement, on a découvert que c'était le corps d'Yves. On a enfin pu retrouver son identité. Dans cette pièce, rangée dans des boîtes avec des numéros, les ossements des victimes de cette sombre époque, en attente d'être un jour identifiés et enterrés dignement. À ce jour, 1% seulement des dépouilles retrouvées ont pu être identifiées et rendues à leur famille. Les corps d'Yves Domergue et de sa compagne ont été incinérés et les cendres dispersées au pied d'un arbre dans un parc de Rosario. Après avoir passé 34 ans ici, dans la fosse commune de Méninkwe, anonyme. Il n'y avait aucune croix, aucune marque. Ils sont où? C'est là. Là, De là, il y avait Christine. Et là où tu vas déposer votre fleur, il y avait Yves, ensemble. Les gens du village venaient souvent déposer des fleurs pendant 30 et quelques années. On a plusieurs histoires de grand-mères avec leurs petites filles, toutes petites, venir au cimetière pour l'un des leurs, et puis faire un petit détour pour accompagner les inconnus, pour pas qu'ils soient seuls, abandonnés. Non, vraiment, ils ont lutté contre l'oubli et ils ont gagné la bataille. Pour remercier les villageois de Méninkwe d'avoir veillé sur Yves et Christina pendant toutes ces années, la famille Domergue a offert cette plaque commémorative.
La disparition, c'est pire que la mort. On n'a pas un corps, on ne peut pas faire le deuil. La famille Domergue, on a beaucoup attendu, on a beaucoup cherché, mais finalement, on a pu faire notre deuil. Il est midi à Buenos Aires. Mariana ne va pas danser, mais chanter dans un petit restaurant populaire pour gagner un peu d'argent. Et aussi dans l'espoir de se faire connaître. Ce n'est pas une vraie salle de concert, mais la jeune fille a le trac. C'est la deuxième fois seulement que je vais chanter là. Alors, je suis un peu stressée, mais ça va aller. Je ne connais pas bien les gens. Il faut que je me concentre, que je me dise que ce petit cachet que je vais gagner, c'est pour aider ma famille. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Tout est prêt? Oui, oui, c'est au fond. Et ce jour-là, comme un clin d'œil à notre équipe, Mariana a inscrit à son répertoire une chanson française. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Et laisser séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupée de si, poupée de son. Bon, la chanson que je vais chanter maintenant, c'est mon père qui l'a écrite. Elle s'intitule « Un après-midi près de toi ». C'est l'histoire de deux collègues de travail qui tombent amoureux et ils vont vivre une histoire d'amour. J'espère que ça vous plaira. Un café, nuestras miradas, las palabras y este amor que nació sin darnos cuenta, sin tapujos ni temor. Compartir la misma mesa a la hora de almorzar, encontrarse con un ángel no sería tan genial. Mediodía junto a ti, de romántico matiz, una pausa en el trabajo para amarnos y vivir, y al hablarnos dulcemente la jornada laboral se hace corta cual corrientes si vamos a caminar. Gracias. À qui as-tu pensé pendant que tu chantais? À mon père. D'ailleurs, il me regardait de dehors. C'était super. Merci, merci. Tu as très bien chanté, ma petite. Merci. Au début, c'était dur, mais finalement, tout s'est bien passé. En fait, c'est seulement la deuxième fois que je viens ici. Bien. Combien? On m'a payé 100 pesos. C'est bien. Oui, c'est bien pour si peu de temps. Tu es content, Roberto? Oui, elle a gagné plus que moi avec tous ces cartons. Oui, dès qu'il peut, il vient travailler dans les quartiers où je chante.
pour pouvoir me regarder. Comme ça, j'en profite. Je suis fier. Vraiment, je suis très fier. En plus, elle chante mes chansons. J'adore ça. Moi aussi, je suis très fière de lui. Ça me fait vraiment de la peine de le voir ramasser ses cartons. Quand je le vois en train de composer des chansons, je me dis qu'il aurait du succès, parce que vraiment, c'est ce qu'il aime faire. Mais bon, c'est difficile de percer dans le monde de la musique. Très difficile. Pour l'instant, Roberto n'a pas d'autre choix que de ramasser des cartons pour vivre. Mariana représente l'avenir. Sa beauté et sa voix, c'est l'espoir d'avoir peut-être un jour une vie meilleure. Un espoir partagé par 12 millions d'Argentins qui vivent encore sous le seuil de pauvreté, malgré la récente reprise économique.